Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du compost. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Corentin. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Donc Stéphane Bastogne, éco-conseiller à la ville d'Arlon, et j'ai été formé il y a 5 ans au comité Jean Pain, au compostage individuel collectif. Qu'est-ce que le compost et comment fonctionne-t-il? Alors le compost, c'est une décomposition naturelle des matières organiques par différents décomposeurs, notamment donc les bactéries, les champignons et aussi certains insectes et certains vers. Le ver du fumier notamment, qui est très illustratif, mais c'est principalement les champignons et les bactéries qui font cette transformation aérobie, donc en présence d'oxygène. Et donc, qu'est-ce que c'est que le compost? C'est un espèce d'humus. Donc en fait, le compost, on essaye de se rapprocher de la nature, de se rapprocher de la forêt, de l'humus forestier. Quand on se promène en forêt, on est sur du compost naturel. Voilà, donc ça permet d'enrichir le sol, de le stabiliser, de garder l'eau du sol et de donner les nutriments aux différents végétaux, donc d'enrichir le sol. Quels sont les différents types de compost? Il y a déjà le compostage individuel et le compostage collectif. Donc on peut faire un compost tout seul à la maison ou en collectivité dans une école ou dans un quartier. Et en fait, c'est la quantité de déchets organiques à gérer qui va déterminer l'outil choisi. Donc par exemple, si on n'a pas de jardin, on va plutôt se diriger vers un lombricompostage, puisque ici on va pouvoir composter tous les déchets végétaux de son appartement ou de sa maison sans jardin par exemple. Ensuite, si on a un petit jardin, on est même une famille nombreuse avec un fût, on a assez que pour pouvoir gérer tous les déchets organiques de sa cuisine. Et puis si on a un grand jardin, comme ici par exemple, là on va se diriger plutôt vers un compostage en silo, donc par exemple en palettes récupérées ou le fabriquer soi-même. Cette petite illustration qui montre en fonction de la taille de son jardin, on va aller se diriger donc vers le vermicompostage, le fût, le silo, ou alors vraiment si on a vraiment beaucoup de déchets de verre, on va simplement, alors c'est pas la technique du simple tas au fond du jardin, mais ça fonctionne aussi en tas parce qu'on a d'énormes quantités et on n'a pas d'autre moyen que de composter en tas. Donc là il y a différentes techniques. Peux-tu nous expliquer chacune des différentes techniques? D'accord, alors je vais commencer par le lombricompostage ou le vermicompostage, on peut dire les deux. Donc comme son nom l'indique, on va vraiment utiliser les vers du fumier, donc les Zénia. Je vais vous le montrer ici. Donc cette technique en étage, en fait on a plusieurs bacs qui sont percés de trous dans lesquels les lombrics, donc les Zénia, le ver du fumier, peut voyager d'étage en étage, peut voyager librement, et en fait on met les déchets frais sur le dessus et on commence donc d'abord par un bac, une fois qu'il est rempli on remet un autre bac par au-dessus, et donc ici au bout de 2-3 mois on peut arriver à vraiment déjà avoir une qualité de compost comme je vais vous montrer ici, où voilà le produit fini après 2-3 mois. Donc du terreau quoi. Voilà, vraiment du terreau. Alors cette technique là elle est super parce qu'elle est rapide. Maintenant l'inconvénient c'est que voilà, on n'a pas beaucoup de place. Alors ici c'est un exemplaire qui est vendu dans le commerce, je crois qu'il coûte plus ou moins 120 €. Maintenant on peut le construire soi-même aussi. L'idée c'est d'avoir des bacs qui sont quand même fermés plus ou moins hermétiquement, que l'air puisse passer mais que les vers ne puissent pas passer. Et donc on pourrait imaginer d'avoir par exemple des bacs en frigolite. Je pourrais aller chercher chez un traiteur, un poissonnier ou quelque chose comme ça, en frigolite, voilà, avec différents étages où on perce de trous. Et voilà, on a son lombricomposteur, je veux dire, il y a des tutos qui existent aussi sur YouTube pour fabriquer son lombricomposteur de cette façon-là. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une approche et un objectif.
parce qu'à ce moment-là, on pourrait mettre beaucoup plus de matière. Puisque ici, voilà, vous voyez le volume, elle est quand même assez limitée par rapport à un fil ici. On a quand même beaucoup moins de volume. Et la contrainte aussi de ce système-là, c'est qu'on ne peut pas du tout y mettre de déchets d'animaux. Donc pas de coquilles d'œufs, pas de croûte de fromage, pas de restes de poisson, de viande, etc. Pas de produits laitiers. Donc ici, on ne peut y mettre que des déchets végétaux, donc des épluchures, etc. Donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc c'est assez contraignant à ce niveau-là. Donc celui qui veut composter tous ces déchets de cuisine, à moins d'être végan, à ce moment-là on peut tout y mettre. Voilà la condition. Ensuite, on en parlera par la suite, mais comme il faut avoir ce rapport carbone-azote, donc un bon équilibre entre des déchets riches en azote et des déchets riches en carbone, eh bien il faut apporter le carbone, puisque dans les déchets de cuisine on a beaucoup d'azote. Et donc on apporte comment ce carbone? Avec du papier journal ou avec du carton. Donc il faut toujours terminer par une bonne couche de papier par au-dessus. Voilà, parce que si on laisse les déchets végétaux comme ça, eh bien, il y a tout de suite des mouches qui vont venir si on ne couvre pas, si on ne termine pas par une couche carbonée. Bon, ici c'est même pas assez, je devrais même en mettre plus. Voilà. Voilà pour ce principe-là. Ensuite, donc, je vais vous parler donc, du compostage en fût. Donc le compostage en fût, alors il y a différents modèles qui existent. Ce modèle-là, il est pas mal parce qu'il y a un fond. Je vais l'ouvrir comme ça, vous allez voir. Voilà. On a vraiment un fond qui est percé de trous pour avoir la ventilation, pour avoir l'oxygène nécessaire à la vie de toutes les bactéries, les champignons nécessaires au compostage. Alors ça, on le conseille de le mettre sur une surface plane et dure. Donc si vous le mettez directement dans le jardin, le conseil c'est de le poser sur des carrelages ou de le poser sur des dalles. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on prenne ces dalles là et qu'on les espace les unes des autres de 1 ou 2 cm, comme ça les vers peuvent monter et seront attirés par l'odeur et vont venir naturellement dedans. Alors on peut aussi amener des vers directement, par exemple pour le lombricomposteur, là on est obligé de mettre les vers puisqu'ils n'ont pas moyen d'accéder, donc on est obligé d'aller dans un compost existant, amener déjà une certaine quantité de vers pour alimenter la colonie. Ici on n'est pas obligé, on peut le faire, c'est un plus, mais ici c'est principalement les bactéries et les champignons qui vont faire le travail. Donc une fois qu'on l'a posé sur une surface plane et stable, en fait l'idée de mettre des dalles, c'est que au fur et à mesure, on pourrait le mettre directement dans le jardin, mais au fur et à mesure des années, il va rentrer dans le sol et alors l'objectif de ventilation, d'aération permanente ne se fera plus. Donc ici, en le posant sur des dalles, on assure bien une ventilation, parce que c'est vraiment primordial d'avoir voilà, de l'oxygène en permanence. Et c'est pour ça qu'on a aussi cet outil qui s'appelle une tige aératrice. Et en fait l'idée c'est que, bon, au début quand on va commencer à mettre les premiers déchets, on ne devra pas l'utiliser, mais dès qu'on arrive ici, il y aura moins d'oxygène au milieu du tas. Et donc on va simplement, une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, aller faire des cheminées d'aération en enfonçant la tige aératrice, en la retournant d'un quart de tour et en la soulevant. Et en faisant ça, on crée des cheminées d'air. Ensuite, le principe, c'est que on va venir avec son seau ou son bac de déchets organiques de cuisine, donc ces épluchures, un petit peu tous les déchets qu'on a vus ici. On vient les mettre directement dedans et on termine par une couche aussi de déchets structurants carbonés. Donc la source de déchets carbonés, ça peut être tout ce qui vient du bois, donc tout ce qui vient de la forêt, donc les feuilles mortes, du broyat de branches, de la sciure de bois, des déchets végétaux qui sont très secs, comme de la paille, voilà, c'est aussi source de carbone. Et puis si on n'a vraiment pas tout ça, on peut utiliser encore le papier et le carton. Si on utilise du papier et du carton, évidemment il faut utiliser le carton le plus neutre possible, le plus brun, style rouleau de papier toilette.
certaines boîtes d'œufs ou du carton brun, mais vraiment le moins coloré possible. Et pour les journaux, pareil, pas de magazine, pas de papier glacé forcément, mais vraiment du journal de presse journalière avec des encres végétales. Donc, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, on aura l'équilibre des nutriments entre l'azote et le carbone qui va se faire. Et donc, on conseille souvent de mettre un volume de déchets de cuisine avec le même volume de déchets carbonés. Ça marche aussi si on met un volume avec un demi-volume. Mais si on intègre bien le fait qu'il faut vraiment équilibrer 50-50, voilà, ça fonctionne. Mais ce qui induit qu'à proximité de son composteur, l'idéal ce serait d'avoir justement un bac de déchets structurants. Voilà. Un bac de déchets structurants avec des feuilles mortes. Par exemple, on peut très bien ramasser en automne toutes ces feuilles mortes par temps sec, les récupérer, les stocker dans un endroit sec et venir progressivement déposer à côté de son composteur voilà, un seau, un grand bac ou même on peut se fabriquer voilà, un bac de telle manière que ça soit facile d'utilisation, qu'à chaque fois qu'on vient, parce que voilà, on va venir tous les jours, voire tous les 2 jours, tous les 2-3 jours en fonction de comment on fait à manger à la maison. Mais si on n'a pas le bac à côté, on va oublier de le faire. Et puis alors au bout d'un moment, en fait, le risque c'est qu'il y a des mouches qui vont venir, il y a des mauvaises odeurs, il y aura voilà, des différentes problématiques qui vont arriver et qu'on peut éviter en ayant ce bac structurant à côté de son composteur. Ensuite, pour l'autre outil qu'on ira voir ensuite dans une autre école, qui est donc le silo en palette, il faut au moins 2 compartiments. Donc là, ici, on a un seul compartiment qui est plutôt en hauteur. Ici, on va en avoir au moins 2, mais l'idéal, c'est même d'en avoir 3. Et en fait, le principe, c'est qu'on va toujours alimenter le premier en déchets frais. On amène les déchets frais. Toujours le même principe, on équilibre avec des déchets structurants. Donc l'idéal, ce serait d'avoir aussi un bac de déchets structurants juste à côté. Et une fois qu'il est rempli, eh bien, on reprend la totalité de ce qu'il y a dans le compartiment 1 pour le mettre dans le compartiment 2. Et ça, c'est l'opération la plus délicate, la plus compliquée, la plus physique, puisqu'il faut prendre avec la fourche la totalité du premier compartiment vers le deuxième. Et comme ça, on amène encore de l'oxygène une dernière fois avant qu'il mature pendant 3 mois. Donc à chaque fois, on a 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et au bout de 9 mois, on a justement ce produit, cet amendement naturel qui est le compost, qui est de couleur noire, qui sent bon la forêt et qui peut être utilisé. Et donc dans ce dernier compartiment de compost mûr, on peut très bien se dire que c'est notre réserve, notre stock de compost. Avec cette technique-là, comme vous le voyez pour le fût, il y a un couvercle. Ici, il n'y a pas de couvercle, mais on conseille vraiment vivement de mettre une bâche, en tout cas de couvrir ou de faire un système D avec une plaque en bois ou en carton, en tout cas, voilà, que ça soit couvert. Pourquoi? Non pas pour éviter d'avoir de l'eau, mais pour justement garder l'eau. Parce qu'en fait, le problème, souvent, c'est le dessèchement. Et donc, en fait, avec ce système-là, on va pas avoir beaucoup de dessèchement parce que tout est prévu pour garder l'humidité à l'intérieur du fût. Ici, il n'y a rien qui est prévu, donc c'est pour ça qu'il faut couvrir. On est dans son jardin, c'est la sécheresse, on soulève une pierre, il va y avoir de la vie en dessous, il va y avoir un peu d'humidité. Bien ici, c'est le même principe, donc si on le laisse au soleil, on connaît des épisodes très secs, le risque, c'est que toute cette vie, elle a besoin d'eau. Et donc, il faut garder l'eau. Et donc, garder l'eau, c'est plus intéressant de couvrir le silo plutôt que de le laisser ouvert. Ça va garantir justement l'efficacité et voilà, un compostage qui va se faire vraiment sans mauvaise odeur et assez rapidement. Donc, voilà. Ensuite, avec le tas, c'est le même principe que ça, sauf que voilà, on n'a pas la structure, on n'a pas le carré. Et donc là, on fait un tas, puis après, on en fait un autre à côté et on retourne le tas. Mais ça c'est vraiment pour des plus grosses quantités, peut-être du silo aussi un peu plus un compostage un peu plus industriel avec des machines aussi, on pourrait très bien
utiliser des machines pour retourner l'état, parce que c'est l'opération la plus compliquée. Mais en général, hein, dans les familles ou même dans du compostage collectif, on va se diriger vers un silo parce que c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un tas. Voilà. Que peut-on composter? Alors, voilà, au comité Jean Pain, on a appris que voilà, on pouvait tout composter à partir du moment où c'était un déchet organique. Donc, forcément, on ne va pas composter du plastique. Et donc, il disait que justement, il fallait éviter tout ce qui était non organique, comme par exemple la terre. Donc, la terre, il y a un peu de déchets, il y a un peu d'organique dans la terre. Mais si on mélange de la terre avec du compost, ça va l'asphyxier. Et donc, voilà, les différents micro-organismes vont être un peu perturbés. Donc, on ne va y mettre que des déchets organiques. Alors, déchets organiques vivants, végétaux ou animaux. L'idée, donc, c'est d'imaginer l'humus forestier. Quand on marche en forêt, il y a différents déchets d'animaux, hein, différents déchets végétaux qui se mélangent. Et pourtant, ça sent très bon, hein, parce que souvent, on a l'idée d'un compost où moi, je ne vais pas composter mes déchets parce que c'est un tas dans le fond de mon jardin qui va sentir mauvais, donc je ne vais pas le mettre à côté de mes voisins parce qu'ils vont râler, etc. Non, l'idée, c'est vraiment, si on respecte les bonnes techniques, ça doit sentir bon comme en forêt. Et donc, la question qui est quels déchets peut-on composter? Bien, on peut tout composter à partir du moment où on respecte les règles que je vais expliquer par la suite. Et donc, on va pouvoir y mettre tous les déchets d'épluchures, tous les restes alimentaires, tous les déchets de jardin et également, à partir du moment voilà, on respecte les règles essentielles, on va pouvoir toutes les composter. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est tout ce qui vient, donc les déchets animaux, donc on peut la litière par exemple d'animaux ou vraiment les restes de viande ou les ossements ou les restes de poissons, etc. Là, il va falloir faire attention de ne pas le mettre au-dessus du tas de compost. Parce que si on le met au-dessus, on va aussi attirer des mouches, on va attirer aussi peut-être d'autres animaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien si on décide de composter ces déchets-là, puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas le faire. C'est vrai que dans le compostage collectif, on peut peut-être avoir des règles de bonne entente pour essayer d'éviter d'avoir des soucis. Mais en tout cas, de manière individuelle, on peut très bien le faire. Moi, je le fais et beaucoup de personnes autour de moi le font également. Mais il faut vraiment intégrer ces déchets animaux, je ne vais pas dire au milieu de son tas, mais faire un petit trou, mettre ces déchets organiques animaux et puis remettre le compost au-dessus. Et puis reterminer par une litière aussi carbonée. Et donc là, voilà, là, ça va très bien se décomposer assez vite. Plus on a une surface justement de contact la plus petite possible. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre des déchets végétaux ou animaux trop gros. Donc, l'idée, c'est vraiment de découper. Par exemple, si on a une pelure de pamplemousse ou si on a un trognon de chou assez dense, bah, le mieux, c'est quand même de le découper parce que voilà, plus c'est gros, plus ça va prendre du temps. Et donc, en maximisant la surface de contact, on va gagner du temps. Voilà, mais sinon, on peut tout composter. Un peu comme dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Eh bien ici, tout le monde peut composter et tout peut se composter à partir du moment où c'est un déchet organique. Encore peut-être deux, trois petites astuces, c'est faire attention aux étiquettes des fruits parce que souvent c'est vraiment l'oubli premier qu'on a, c'est que voilà, on est à la maison, il y a des étiquettes sur certains fruits, on oublie, on épluche, voilà, banane, enfin voilà, différents fruits avec des étiquettes, des petites étiquettes, bah, c'est en plastique, donc faire attention. Les sachets de thé, bah, tout peut se composter, sauf s'il est en nylon. Donc si c'est en nylon, bah, c'est du plastique aussi, donc ne pas le mettre dedans. Et dans les papiers cartons, bah, ça, comme j'avais dit, utiliser les papiers ou les cartons les plus neutres possibles, ne pas prendre ceux qui sont colorés. Ou si le papier est trop plastifié, bah, ne pas l'utiliser. Et alors faire attention aussi au niveau des cendres, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui mettent toutes leurs cendres de poêle dans le compost. Là aussi, c'est un peu comme la terre, c'est un déchet qui n'est pas organique, qui est déjà un engrais quelque part. Donc autant l'utiliser comme engrais directement dans son jardin plutôt que d'aller
embêter les micro-organismes de son compost parce qu'ils vont être embêtés. Alors, si on en met de temps en temps un petit peu, ça va, mais si on met des trop grosses quantités de cendres, ça va les perturber. Donc les cendres, c'est un amendement riche en calcium, en potasse. Donc on peut le répartir sur sa pelouse, le répartir dans son jardin. Alors il y a des plantes qui aiment plus ou moins. Moi je suis moins expert là-dedans, mais en tout cas la règle c'est qu'on peut étendre 10 kg de cendres par an par art de terrain. Donc je veux dire, si on a 10 arts, on peut étendre 100 kg de cendres sur tout son terrain sans problème, quoi. Voilà. Quels sont les avantages du compostage pour l'environnement? Ben, le premier avantage que je vois et qui saute aux yeux, c'est les quantités de déchets. Hein. Donc, si on prend la moyenne de production de déchets par habitant, on arrive en déchets organiques à 150 kg par an par personne. Donc, dans ces 150 kg, on va avoir 40 kg de déchets de cuisine et 110 kg de déchets verts. Alors ça dépend des années. Hein. Les années plus sèches, on va avoir moins de déchets verts puisque en fonction de la pluie, on va avoir l'herbe qui pousse. Et donc voilà. Donc toutes ces quantités-là, ces 150 kg de déchets organiques par an et par personne, ben, peuvent être amenés à zéro en compostant ou en paillant également. Et donc d'arriver à zéro, ben, ça fait des déplacements de camions en moins, des déplacements de voitures vers les différents reciparcs en moins. Après, c'est la gestion de ces quantités de déchets organiques de manière industrielle, où on va devoir faire fonctionner aussi des grosses machines, donc voilà, de l'essence, du mazout, etc. Donc voilà, on va économiser tout ça. Ensuite, on va avoir un intérêt parce qu'on va produire un amendement de qualité sur place, donc directement chez soi. On ne va pas devoir se déplacer non plus pour aller chercher des amendements industriels ou dans des différents magasins, puisqu'on produit son terreau soi-même. En fait, la différence entre le terreau et le compost, c'est que le terreau, c'est déjà un mélange terre-compost utilisable directement. Donc pour fabriquer son terreau, c'est simple. On va prendre un volume de compost, on va le mélanger avec 4 ou 5 doses de terre et on a son terreau. Donc voilà, avec un volume même de 100 litres de compost, on va pouvoir faire 500 litres de terreau. Donc là aussi, il y a un avantage au niveau de l'environnement, c'est qu'on fabrique son terreau avec ses déchets. Donc c'est vraiment voilà, comment dire, de la réutilisation directe et qui évite différentes pollutions, surtout au niveau du déplacement. Voilà. Ensuite, quels sont les avantages? On peut aussi avoir des avantages, peut-être pas environnementaux, mais plutôt de temps. On va gagner du temps puisque voilà, tous ces déplacements demandent du temps. Et donc, de pouvoir gérer, une fois qu'on a bien compris le système, bah, c'est pas compliqué. Et ça ne demande pas énormément de temps de venir déposer ces déchets organiques. Même si c'est journalier, ça va prendre quelques secondes. Alors que si on doit aller au parc à conteneurs, ben voilà, on doit prendre sa voiture, la remorque, tourner. Enfin voilà, et sur une année, ça représente un nombre d'heures aussi. Voilà. Comment faire un bon compost? Alors, la clé pour réussir un bon compost, il y en a 3. Premièrement, c'est l'équilibre des ingrédients. Donc, je vous avais expliqué du 50-50 entre les déchets riches en azote et les déchets riches en carbone. Il faut penser en déchets de cuisine ou déchets de jardin, tout ça, tous les déchets verts, tous les déchets colorés, etc. Ça va donc ils sont riches en azote. S'il n'y a que ceux-là, le risque, c'est que comme ils sont mous et qu'ils sont très humides, ils vont laisser moins passer l'air. Et donc, il va y avoir un souci au niveau de l'oxygénation qu'on peut compenser en amenant des déchets structurants. Donc, les molécules sont plus dures, enfin, elles sont plus structurantes et donc vont permettre à l'air de s'engouffrer à l'intérieur du tas. Et donc, en équilibrant les ingrédients, on va jouer sur les deux autres aspects qui sont l'eau et l'air. Donc, en réfléchissant par l'équilibre des ingrédients, on arrive déjà
à solutionner tous les soucis. Donc c'est vraiment crucial. Donc une des erreurs à faire, qu'on fait assez souvent, c'est de ne mettre que des déchets de cuisine. Donc on oublie d'aller mettre ces déchets bruns structurants. Et donc la clé, c'est d'essayer de se constituer cette réserve de déchets bruns structurants. Donc comme je l'ai dit précédemment, ramasser ces feuilles mortes en automne et de les avoir pour toute l'année, ou d'aller chez le voisin, ou d'aller en chercher. Même des fois, sur le bord de route, il y a des feuilles mortes, mais il y a aussi du broyat de branches qui est des fois laissé sur place. Ben, on peut aller prendre cette matière qui peut être justement sa source de carbone. Donc ça, c'est l'équilibre des ingrédients. Ensuite, il y a l'aération. Donc l'aération, en fonction de l'outil, soit l'outil est prévu pour avoir une bonne aération avec la tige aératrice, puis avec le fond qui est percé de trous. Soit si on a un silo, eh bien on va devoir amener l'aération soi-même. Et comment on apporte l'aération? Déjà en amenant des déchets structurants, mais aussi en allant le remuer de temps en temps. Donc de temps en temps, ça veut dire une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, avec une fourche, aller amener de l'oxygène par au-dessus. C'est surtout au début qu'on a besoin d'oxygène. En phase de maturation, une fois que le compost a déjà 2-3 mois, il n'y a même plus besoin de l'aérer. C'est surtout au début que c'est très important. Donc, une bonne aération. Et ensuite, l'eau. Donc, l'eau, c'est la vie. Donc, s'il n'y a pas d'eau, tous les bactéries, les champignons, les vers, ils meurent. Donc, pour éviter ça, il faut le couvrir. Et l'arroser par temps trop sec. Donc, déjà, en le couvrant, on assure... on garantit un non-dessèchement, donc on préserve l'eau le plus possible, mais à un moment donné, il y a des limites, donc il faut quand même arroser. Donc si on a par exemple 3 mois de sec, même avec une couverture, il faut peut-être amener quand même un petit peu d'eau, un arrosoir d'eau. Maintenant, en amenant constamment tous les jours des déchets de cuisine, on amène de l'eau, puisque les épluchures sont remplies d'eau. Et donc si on amène des déchets de cuisine régulièrement et qu'on couvre bien le tas, il y a moyen de s'en sortir. Pour voir si le compost est bien, s'il y a assez d'eau dans son compost, on peut faire le test du point. Donc on prend le compost dans la main, on forme une boule. Et ça doit former une boule. Si ça ne forme pas de boule, que ça se désagrège, c'est que c'est trop sec. Si on forme une boule et qu'il y a de l'eau qui coule dans sa main, c'est que c'est trop humide aussi. Donc à ce moment-là, si c'est trop humide, on va ramener des matières sèches. Et si c'est trop sec, on va ramener des matières humides, voire l'arroser. Comment peut-on savoir si le compost est prêt à être utilisé? Alors, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de le savoir. C'est déjà le temps. Il faut déjà laisser du temps. Pour le lombricompostage, il faut au moins 3 mois. Pour un fût, il faut au moins 6 mois. Et pour un compostage en silo, il faut au moins 9 mois, voire une année. Donc, il faut déjà laisser le temps. Ensuite, c'est la couleur qui va nous donner un indice. Plus c'est noir, mieux c'est. Et ça ne doit plus dégager ni d'odeur désagréable. Ça doit être à température ambiante, ça ne peut pas être chaud. Si c'est chaud, ça veut dire que les bactéries sont encore en train de travailler et qu'on est encore dans une phase de décomposition, qu'on est encore dans une phase active et le compost n'est pas encore mûr. Donc ici, par exemple, nous avons le compost qui est complètement mûr. Vous voyez la couleur qui est complètement comme du terreau, très noir. Et alors, ça sent bon. Voilà. Comment peut-on utiliser le compost dans notre jardin? Alors, le compost, on va l'utiliser en surface. Donc, une des premières règles, c'est de ne pas aller l'incorporer déjà profondément dans le sol, puisque l'enjeu, c'est que justement avec la pluie, le compost va progressivement s'enfoncer. Donc, si on le met déjà à 10 cm en dessous ou à 15 cm en dessous, il ne va jamais remonter. Donc, il va toujours s'enfoncer de plus en plus. Et comme tout se joue dans les 20 premiers centimètres, le fait de le mettre au-dessus, eh bien, il va pouvoir progressivement servir et enrichir vraiment toutes les strates et vraiment bien être incorporé. Donc après, on peut l'utiliser de différentes manières et à différents moments. On peut enrichir un arbre en remettant du compost autour de cet arbre. On peut l'utiliser entre ses rangs de légumes. On peut l'utiliser au pied des haies. On peut aussi, comme je l'ai expliqué précédemment, en faire du terreau et puis préparer des bacs, des jardinières, etc. pour faire pousser des plantes ou des fleurs.
Donc voilà. Donc vraiment la règle, c'est de le mettre en surface. Alors comme c'est très riche, comme ce n'est pas justement du terreau, on conseille maximum 2 kg par mètre carré. Vraiment pour quand on veut vraiment enrichir un sol, on va pas mettre plus parce que sinon ça va être lessivé, justement ça va être pris par la pluie et ça ne va pas servir. Donc vraiment voilà, peser son seau par rapport à la surface et d'y mettre que maximum 2 kg par mètre carré et en surface. Alors on peut aller entre les rangs de légumes, au pied des arbres, au pied des haies. Voilà. On peut même enrichir sa pelouse aussi. Alors à ce moment-là, on va pas mettre 2 kg par mètre carré, mais on va saupoudrer un peu sa pelouse. Voilà, il y a différentes façons. Quels sont les bénéfices du compost pour les plantes? Alors, des bénéfices, ils sont nombreux. Le premier, c'est de les nourrir, donc d'apporter tous les nutriments vraiment accessibles pour les plantes, donc vraiment enrichir le sol pour pouvoir enrichir les plantes qui vont pousser dans ce sol. Ensuite, l'avantage aussi, c'est de retenir l'eau plus facilement. Donc le sol va moins s'éroder, va retenir plus facilement l'eau. Pour un sol argileux, c'est très intéressant d'amener du compost justement pour ces raisons-là aussi, pour le structurer. Et donc un intérêt également, c'est d'amener du vivant dans le sol. Donc le compost va aussi attirer différents micro-organismes dans le sol pour ameublir le sol, pour justement donc les végétaux vont avoir plus d'oxygène et vont avoir plus facilement les racines qui vont pouvoir aller chercher les nutriments de cet amendement. Certains déchets peuvent être compostés, mais seulement au compost industriel. Quelle est la différence entre compost industriel et domestique? La grande différence, c'est les quantités et le type de déchets qu'on va avoir dans un compostage industriel. Donc, dans un compostage industriel, on va avoir d'énormes quantités. On va avoir des erreurs de tri aussi, puisque voilà, dans un conteneur de déchets verts, il va y avoir de temps en temps un sac en plastique. Dans les déchets qui sont collectés via les diobacs ou via les sacs bio, il va y avoir aussi des déchets en plastique. Donc, le compostage industriel va devoir faire face à ces éléments perturbateurs. Donc, il est équipé en tamiseur pour essayer d'enlever les métaux, etc. Et la grande différence aussi, c'est que dans un compostage industriel, on va avoir des énormes quantités et on va avoir une température aussi qui va monter très fort. Donc, on va avoir de l'ordre de 80 à 90 degrés dans un compostage industriel qui va faire que à la fin, le produit, donc le compost produit, va être plus hygiénisé, moins organique. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients. Et donc le compostage industriel permettra de mettre certaines vaisselles compostables, certains sacs OK Compost. Quand on voit le label OK Compost, ça veut dire que c'est OK pour le compostage industriel. Donc quand on voit le label OK Compost, ça veut dire que on va pas pouvoir le composter individuellement chez soi puisqu'on n'aura pas cette montée en température. Donc cette montée en température de 90 degrés va faire qu'ils vont pouvoir dégrader énormément de déchets beaucoup plus durs, beaucoup plus pas le plastique forcément, mais voilà des déchets, enfin des emballages. Comment on appelle en PLA, je sais plus ce que ça veut dire PLA, mais en fait des emballages faits en amidon de maïs. Voilà, en matière végétale, mais qui sont très compressés, donc très durs, va pouvoir être composté via le compostage industriel, mais pas par rapport au compostage individuel. On vient de voir ce qu'était le compost, comment l'entretenir, son utilisation. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup Stéphane. À bientôt les permapotes. Merci Corentin. À bientôt les permapotes.